Janvier 1999, dans un théâtre parisien. Un homme, dont on ne connaît pas les activités par ailleurs, vient donner une conférence. C'est la 3e fois qu'il la donne, en 10 ans. Au mot près, c'est la même, exactement. Personne ne sait précisément d'où lui vient cette lubie, faire une conférence, toujours la même. D'ailleurs, personne ne sait précisément qui est cet homme. Mais on sait qu'il apparaît dans des endroits choisis pour leur discrétion et leur singularité. La première fois une salle de classe, puis la salle des mariages d'une mairie de province, aujourd'hui un théâtre. Il donne sa conférence et part sans demander son reste, on n'entend plus parler de lui. Quelques années plus tard, il ressurgit, le bouche à oreille. Il sera ici ou là, tel jour, telle heure, c'est tout ce que l'on sait. Jusqu'ici, rien n'avait filtré du contenu de cette conférence. Les notes et les enregistrements ont toujours été interdits. Nous savions seulement qu'elle traitait de géométrie, de psychanalyse, de philosophie, d'histoire et de littérature, qu'elle renouait avec la tradition des grands orateurs et qu'elle suscitait un véritable engouement. Mais pourquoi tant de mystères? Pourquoi un tel succès reste-t-il clandestin? Pour le comprendre, faut-il s'en remettre aux soupçons de ses détracteurs qui ont toujours cherché à prouver qu'il s'agissait d'un plagiaire? Ils semblent n'être jamais parvenus à le démontrer. Il faut néanmoins les remercier, car c'est grâce aux enregistrements pirates effectués par 2 des leurs que nous pouvons aujourd'hui reconstituer le film de cette conférence qui vous est présenté, enfin, dans toute sa vérité. Je recommence, puisque j'avais cru pouvoir finir. Je recommence même parce que j'avais cru pouvoir finir. C'est ce que j'appelle d'ailleurs le passé. Je croyais que c'était passé. Seulement voilà, cette créance, je croyais que c'était passé. Cette créance m'a donné l'occasion de m'apercevoir de quelque chose. C'est même comme ça, ce que j'appelle le passé. Ça donne l'occasion tout d'un coup de voir un certain relief. Un relief de ce que j'ai fait jusqu'ici. Et c'est ce relief qu'exprime exactement mon titre de cette année, celui que vous avez pu lire, j'espère, sur l'affiche, et qui s'écrit « Les noms dupes R ». Ça sonne drôlement, hein? C'est un petit air de ma façon. Pour dire mieux les choses, une petite air. Ah, vous savez peut-être ce que ça veut dire? Une air. C'est quelque chose comme la lancée. La lancée de quelque chose quand s'arrête ce qui la propulse. Elle continue de courir encore. Il n'en reste pas moins que ça sonne strictement de la même façon que les noms du père. Pour savoir ce dont j'ai promis de ne parler plus jamais. Voilà.
Ceci en fonction de certaines gens, que je n'ai pas plus à qualifier, qui, prenant au nom de Freud, m'ont justement fait suspendre ce que je me projetais d'énoncer des noms du père. Ouais. Évidemment. C'est pour ne leur donner en aucun cas le réconfort de ce que j'aurais pu leur apporter, enfin, de certains de ces noms qu'ils ignorent parce qu'ils les refoulent, ça aurait pu leur servir. C'est à quoi je ne tenais pas à préciser. De toute façon, je sais qu'ils ne les trouveront pas tout seuls. Qu'ils ne les trouveront pas tels qu'ils sont partis sur l'air, c'est-à-dire sur la façon dont sont constituées les sociétés psychanalytiques. Voilà. Alors, les noms du R et les noms du père qui consonnent si bien, qui consonnent d'autant mieux que, contrairement, comme ça, à un penchant qu'ont les personnes qui se croient lettrées à faire les liaisons même quand il s'agit d'un S, on ne dit pas les noms du peser, on ne dit pas non plus les cerises ont bon goût. On dit les cerises ont bon goût. Et les noms du père, ça consonne. Ça, c'est les richesses de la langue. Et j'irai même plus loin, c'est une richesse que n'ont pas toutes les langues, et c'est bien pour ça qu'elles sont variées. Et ce que j'avance de ces rencontres qu'on qualifie de mots d'esprit, peut-être que j'arriverai avant la fin de cette année à vous faire sentir un peu mieux ce que c'est que le mot d'esprit. Et je vais même tout de suite en avancer quelque chose. Dans ces deux termes mis en mots, des noms du père et des noms du qui errent, c'est le même savoir dans les deux. C'est le même savoir au sens où l'inconscient, c'est un savoir dont le sujet peut se déchiffrer. C'est la définition du sujet qu'ici je donne. Du sujet tel que le constitue l'inconscient. Le déchiffre. Celui qui, d'être parlant, est en position de procéder à cette opération, ce qui est même jusqu'à un certain point forcé, jusqu'à ce qu'il atteigne un sens, et c'est là qu'il s'arrête. Parce qu'il faut bien s'arrêter. On ne demande que ça. On ne demande que ça parce qu'on n'a pas le temps. Alors il s'arrête à un sens, mais le sens auquel on doit s'arrêter, dans les deux cas, quoi que ce soit le même savoir, ce n'est pas le même sens. Ce qui est curieux, et qui nous fait toucher du doigt tout de suite que ce n'est pas le même sens, c'est seulement pour des raisons d'orthographe, ce qui nous laisse soupçonner quelque chose. Quelque chose dont vous pouvez voir, en fait, l'indication dans ce que j'ai, dans quelques-uns de mes séminaires précédents, marqué des rapports de l'écrit au langage. Ne vous étonnez pas trop, enfin, qu'ici je laisse la chose à l'état d'énigme, puisque l'énigme, c'est le comble du sens. Et ne croyez pas même que, à l'occasion, il ne reste pas là, à propos de ce rapprochement, de cette identité phonématique des noms du père et des noms du père, ne croyez pas qu'il n'y ait pas d'énigme pour moi-même. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien de ça qu'il s'agit, et de ceci,
qu'il n'y ait aucun inconvénient à ce que j'imagine comprendre. Ça éclaire le sujet au sens où je l'ai dit tout à l'heure, et ça vous donne du travail. Il faut bien le dire, pour moi, il n'y a rien de tuant comme de vous donner du travail. Enfin, c'est mon rôle. Le travail, tout le monde sait d'où ça vient. Dans la langue. Dans la langue où je vous jaspine. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça vient de tripalium, qui est un instrument de torture et qui était fait de 3 pieux. Le concile d'Auxerre, on a dit qu'il ne convenait pas aux prêtres ni aux diacres d'être à côté de cet instrument, au moyen de quoi, torquant le bras, sont tourmentés les coupables. Ça ne convient pas que le prêtre ni le diacre soient là. Ça les ferait peut-être bander. Il est en effet bien clair que le travail, tel que nous le connaissons par l'inconscient, c'est ce qui fait des rapports à ce savoir dont nous sommes tourmentés, c'est ce qui fait de ces rapports la jouissance. Donc j'ai dit, pas d'objection à ce que j'imagine. Je n'ai pas dit, je m'imagine. C'est vous qui vous imaginez comprendre. C'est-à-dire que dans ce vous imaginez que c'est vous qui comprenez. Mais moi, je n'ai pas dit que c'était moi. J'ai dit, j'imagine. Quant à ce que vous imaginiez, j'essaie de tempérer la chose. Je fais tout ce que je peux, en tout cas, pour vous en empêcher. Parce qu'il ne faut pas comprendre trop vite, comme je l'ai souvent souligné. Ce que j'ai avancé, pourtant, avec ce « j'imagine » à propos du sens, c'est une remarque qui sera celle que j'avance cette année, c'est que l'imaginaire, quoi que vous en ayez entendu, parce que vous imaginiez comprendre, c'est que l'imaginaire, c'est une dimension, comme vous savez que je l'ai écrit, aussi importante que les autres. Ça se voit très bien dans la science mathématique. Je veux dire, dans celle qui est enseignable, parce qu'elle concerne le réel que véhicule le symbolique, qui ne le véhicule d'ailleurs que de ce qui constitue le symbolique, ce soit toujours chiffré. L'imaginaire, c'est ce qui arrête le déchiffrage. C'est le sens. Comme je vous l'ai dit, il faut bien s'arrêter quelque part. Et même le plus tôt qu'on peut. L'imaginaire, c'est toujours une intuition de ce qui est à symboliser, comme je viens de le dire, quelque chose à mâcher, à penser, comme on dit. Et pour tout dire, une vague jouissance. Le branlage humain est plus varié qu'on ne croit, quoi qu'il soit limité par quelque chose qui tient au corps humain, à savoir ce qui, dans l'état actuel des choses, mais justement, c'est pas fini. Il peut peut-être venir autre chose. Dans l'état actuel des choses, assure la dominance de l'obsis, dans le peu que nous en savons, de ce corps, c'est-à-dire l'anatomie. Cette dominance de l'obsis, c'est ce qui fait quand même qu'il y a toujours de l'intuition dans ce dont parle le mathématicien. Je vous ferai peut-être cette année sentir le nœud, c'est bien le cas de le dire, le nœud de la vie. À propos de ce qu'ils appellent, je parle des mathématiciens, je n'en suis pas, je le regrette, de ce qu'ils appellent l'espace vectoriel. C'est très joli de voir comme cette affaire, qui est peut-être, enfin, certains d'entre vous doivent en avoir entendu vaguement parler. Je peux leur affirmer en tout cas que c'est vraiment le dernier grand pas de la mathématique
ça part comme ça d'une intuition philosopharde. Las dem uns leer, la maths, l'air, c'est ce qui enseigne. La maths de l'extension. Il appelle ça Grassmann. Oui, alors il sort de l'espace vectoriel et le calcul du même nom, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose de tout à fait mathématiquement enseignable, si je puis dire, de strictement symbolisé, et qui, à la limite, enfin, peut fonctionner par une machine, hein? Elle n'a rien à y comprendre. Pourquoi faut-il revenir à comprendre? On reparlera de l'espace vectoriel. Laissez-moi simplement me contenter aujourd'hui d'une annonce. Pourquoi faut-il en revenir à comprendre? C'est-à-dire à imaginer pour savoir où appliquer l'appareil. More géométrico. La géométrie, enfin, la plus belle de la Terre. Celle qu'on vous a enseignée au lycée. Celle qui procède du découpage à la scie de l'espace. Vous sciez l'espace en deux. Puis, après ça, l'ombre de sciage, vous la coupez par une ligne. Et après ça, vous marquez un point. Hein? C'est quand même amusant que More Geometrico ait paru comme ça, pendant des siècles, être le modèle de la logique. Je veux dire, c'est ce que Spinoza a écrit en termes de l'éthique. Enfin, c'était comme ça, avant que la logique en ait quand même certaines leçons. Des leçons telles qu'on en est arrivé à vider l'intuition, n'est-ce pas? Et que, actuellement, c'est, quant à l'extrême dans un livre de mathématiques, ces mathématiques modernes, que l'on sait exécrables, pour dire de certains, on peut se passer pendant beaucoup de chapitres, la moindre figure. Mais quand même, et c'est bien là l'étrange, on y vient. On finit toujours par y venir. Alors j'avance. Ceci, pour vous, cette année, on y vient toujours. Ce n'est pas parce que la géométrie se fait dans l'espace, intuitif, n'est-ce pas? La géométrie des Grecs, enfin, dont on peut dire que c'était pas mal. Enfin, ça cassait pas les manivelles. Hein. C'est pour une autre raison qu'on y vient. Singulièrement, je vous le dirai, c'est qu'il y a 3 dimensions de l'espace habité par le parlant, et que ces 3 dimensions, telles que je les ai écrites, s'appellent le symbolique, l'imaginaire et le réel. C'est pas tout à fait comme les coordonnées cartésiennes, hein. C'est pas parce qu'il y a un 3, hein. Non, vous ne trompez pas là. Les coordonnées cartésiennes relèvent de la vieille géométrie. C'est parce que c'est un espace mien, tel que je le définis, de ces 3 dimensions. C'est un espace dont les points se déterminent tout autrement. Et c'est ce que j'ai essayé, comme ça dépassait peut-être mes moyens, c'est peut-être ça qui m'a donné l'idée de laisser tomber là la chose. C'est une géométrie dont les points, pour ceux qui étaient là, j'espère, l'année dernière, dont les points se déterminent du coinçage de ce dont vous vous souvenez peut-être que j'ai appelé mes ronds de ficelle.
peut-être un autre moyen de faire un point que de commencer par scier l'espace, puis ensuite déchirer la page, et puis avec la ligne qui, on ne sait pas tout, flotte entre les deux, casser cette ligne et dire c'est ça le point. C'est-à-dire nulle part. C'est-à-dire rien. C'est peut-être s'apercevoir un peu, rien qu'à en prendre 3 de ces rondes ficelles, telles que je vous l'ai expliqué, ce sont 3, bien que si vous en coupiez un, les 2 autres ne sont pas liés. Ils peuvent, rien que d'être 3, avant ce 3, les 2 restant séparés, rien que d'être 3, se coincer de façon à être inséparable. D'où le coinçage. Le coinçage s'écrit des choses comme... À savoir que si vous tirez quelque part sur quelconque de ces ronds de ficelle, vous voyez qu'il y a un point qui est quelque part par là, où les 3 se coincent. C'est un peu différent de tout ce qu'on a élucubré jusqu'ici, mauvaise géométrie quand même. Là, ça exige qu'il y ait 3 ronds de ficelle. Quelque chose d'autrement consistant que ce vide avec lequel on peut faire sur l'espace. Il en faut 3, toujours, en tout cas, pour déterminer un point. Je vous expliquerai ça mieux encore, c'est-à-dire en long et en large, mais je vous fais remarquer que ça part, cette notion, d'une autre façon d'en opérer avec l'espace que nous habitons réellement, si l'inconscient existe. Ça part d'une autre façon de considérer l'espace, et qu'en qualifiant ces 3 dimensions, en les épinglant des termes même que j'ai paru justement différencier des termes de symbolique, imaginaire et de réel, ce que je suis en train d'avancer, c'est qu'on les a fait strictement équivalentes. C'est une question que se pose Freud à la fin de la science des rêves, à l'avant-dernière page. Il se pose la question de ce en quoi ce qu'il appelle, et on voit bien qu'il ne l'appelle plus avec tant de certitude, qu'il ne l'épingle plus de quelque chose qui la séparerait, ce qu'il appelle la réalité, qu'il qualifie de psychique. Qu'est-ce que ça peut avoir à faire avec le réel? Alors là, il vacille. Il vacille encore un peu, et il s'accroche à la réalité matérielle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la réalité matérielle, dans ses rapports avec la réalité psychique? Nous allons donc essayer de les distinguer, de garder encore une onde de distinction entre ces 3 catégories, tout en marquant ce que je mets à l'ordre du jour, à savoir de bien marquer que, comme dimension de notre espace habité en tant qu'être parlant, ces 3 catégories sont strictement équivalentes. On a déjà pour ça le truc, hein? On les désigne par des lettres. C'est là le frayage tout à fait nouveau de l'algèbre. Et vous voyez, là, l'importance de l'écrit. Si j'écris R, I, S, réel, imaginaire, symbolique. Ou mieux, réel, symbolique, imaginaire. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je corrige. Vous les écrivez en lettres majuscules. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et il reste pour vous comme ça, adhérent, en quelque sorte, à la chose. Simplement, question d'écriture, c'est tout à fait hétérogène. Vous allez continuer comme ça parce que vous avez toujours compris. Vous avez toujours compris, mais à tort, que le progrès, le pas en avant, c'était d'avoir marqué l'importance
écrasante du symbolique au regard de ce malheureux imaginaire par lequel j'ai commencé en tirant dessus à balles sous le prétexte du narcissisme. Seulement, figurez-vous que l'image du miroir, c'est tout à fait réel qu'elle soit inversée. Et que, même avec un nœud, surtout avec un nœud, et malgré l'apparence, car vous imaginez peut-être qu'il y a des nœuds dont l'image dans le miroir peut être superposée au nœud lui-même. Il n'en est rien. L'espace, j'entends l'espace comme ça, intuitif, géométrique, est orientable. Il n'y a rien de plus spéculaire qu'un nœud. Et c'est bien pour ça, c'est bien pour ça, que c'est toute autre chose, si c'est même R, S, I, grand R, grand S, grand I, vous prenez le parti de les écrire, voyez là où gît l'astuce, de les écrire, petit a, petit b, petit c. Là, tout le monde sent que, tout au moins, ça les rapproche. Hein, petit a vaut un petit b vaut un petit c, et puis on tourne en rond. C'est même là-dessus qu'est fondée la combinatoire. C'est pour ça que quand vous mettez les trois lettres à la suite, eh bien, il n'y a pas plus de 6 façons de les ordonner. C'est-à-dire, selon la loi vectorielle, factorielle qui préside au truc, c'est 1 multiplié par 2 par 3 égale 6. Dès que vous en avez 4, il y a 24 façons de les ordonner. Seulement si pour vous soumettre à une conception de l'espace où le point se définit par la façon dont je viens de le montrer, par le coinçage, pardonnez-moi aujourd'hui de ne pas bien écrire bien tout ça en figure au tableau, je le ferai par la suite. Vous apercevez que ce n'est pas en raison comme ça d'une scansion qui va du meilleur au pire, du réel à l'imaginaire, en mettant au milieu le symbolique. C'est pas en raison d'une préférence quelconque que vous devez vous apercevoir que apprendre les choses par le coinçage, autrement dit par le nœud borroméen, un rond de ficelle est le réel, un rond de ficelle est le symbolique, et un rond de ficelle est l'imaginaire. Eh bien, ne croyez pas que toutes les façons de faire ce nœud soient les mêmes. Il y a un nœud lévogire et un nœud dextrogire. Ceci même si vous avez écrit les 3 dimensions de l'espace que je définis comme l'espace par lettres parlant habité, même si vous n'avez défini ces dimensions que par des plus de lettres, même si ces dimensions, vous les définissez par petit a, petit b, petit c, que vous n'y mettriez aucun accent de contenu diversement préférentiel, vous apercevez que si vous écrivez petit a, petit b, petit c, il y a une première série, et malgré vous, vous la qualifierez de la bonne. La série que j'appelle l'évogire, qui sera petit a, petit b, petit c, puis petit b, petit c, petit a, puis petit c, petit a, petit a. C'est-à-dire qu'il y a la série l'évogire, qui laisse toujours un certain ordre, qui est justement l'ordre A, B, C. C'est le même qui est conservé dans B, C, A. Et que petit c vienne en tête n'a aucune importance. Je vous félicite d'imaginer, puisque c'est le grand I, d'imaginer la réalité du symbolique. Ça me suffit.
que le réel, lui, reste avant. Et ne croyez pas que, pour autant que cet avant du réel par rapport au symbolique, ce soit, à soi tout seul, une garantie quelconque de quoi que ce soit. Parce que si vous retranscrivez le petit A, B, C de la première formule, vous aurez quantère, quantesse, quanti, à savoir ce qui réalise le symbolique de l'imaginaire. Eh bien, ce qui réalise le symbolique de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est d'autre que la religion? Voilà pour moi, ceux qui réalisent, en termes propres, le symbolique de l'imaginaire, c'est bien ce qui fait que la religion n'est pas près de finir. Et ça nous met, nous, analystes, du même côté, du même l'évangile, parfois, imaginant ce qu'il s'agit de faire, imaginant le réel du symbolique, notre premier pas, fait depuis longtemps, c'est la mathématique. Et le dernier, c'est ce à quoi nous conduit la considération de l'inconscient, pour autant que c'est de là que se fraye, je le professe depuis toujours, c'est de là que se fraye la linguistique. C'est-à-dire que c'est à étendre le procédé mathématique qui consiste à s'apercevoir de ce qu'il y a de réel dans le symbolique, et c'est par là qu'est pour nous dessiné un nouveau passage. L'imaginaire n'a donc pas à être placé à un quelconque rang, c'est l'ordre qui importe. Et dans l'ordre d'extrogite, curieusement, vous avez la formule A, C, B. Moyennant quoi, c'est au second temps que C vient en tête. Le petit b est avant A. Et au troisième temps, c'est petit b, petit a, petit c. C'est-à-dire trois termes dont nous verrons que s'ils ne comptent pas peu dans le discours, ça n'en est pas moins là, d'où sortent quelques structurations distinctes qui sont justement toutes celles dont se supportent d'autres discours, ceux seulement que le discours l'évangile permet, de par l'espace qu'il détermine, de démontrer, non pas comme ayant eu un temps leur efficacité, mais comme, à proprement parler, mise en cause par les autres discours. Et je ne fais preuve là d'aucune partialité, puisque je me mets du même côté où la religion fonctionne. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui, mais ce que j'avance est ceci. Si dans la langue, la structure, il faut l'imaginer, est-ce que ce n'est pas là ce que j'avance par la formule « les noms du R » Comme ça n'est pas immédiatement accessible, je vais essayer de vous le montrer. Il y a quelque chose dans l'idée de la duperie, c'est qu'elle a un support, c'est la dupe. Il y a quelque chose d'absolument magnifique dans cette histoire de la dupe. Si vous me le permettez, la dupe est considérée comme stupide. On se demande vraiment pourquoi. Si la dupe est vraiment ce qu'on nous dit, je parle étymologiquement, ça n'a aucune importance. Si la dupe, c'est cet oiseau qu'on appelle la huppe, parce qu'elle est huppée. Naturellement, rien ne justifie que huppée, ça se dise la huppe. Il n'en reste pas moins que c'est comme ça qu'elle est appréciée dans le dictionnaire. La dupe, c'est l'oiseau, paraît-il, qu'on prend au piège, justement, de ce qu'elle soit stupide. On ne voit absolument pas pourquoi une huppe serait plus stupide qu'un autre oiseau. La chose qui me paraît remarquable, c'est l'accent que met le dictionnaire pour préciser qu'elle est du féminin. La dupe est là. Il y a quelque part un machin là, que j'ai relevé. J'ai relevé dans le littré. Que ce soit une faute, que La Fontaine ait fait dupe masculin. Il a osé écrire
part, du fil et du soufflet pourtant embarrassés, un des dupes, un jour, alla trouver un singe. Ceci est tout à fait fautif, marque bien le lettré. On ne dit pas un dupe, pas plus qu'on ne peut dire un linotte pour qualifier un étourdi. Voilà les grandes raisons. L'intéressant, c'est de savoir de quel genre est le non-dupe. Vous voyez ? C'est le non-dupe. Parce que c'est parce que ce qui est pointé du nom c'est neutre, je n'en trancherai pas. Il y a une chose, en tout cas claire, c'est que le pluriel, d'être non marqué, fait vaciller cette référence féminine. Et il y a quelque chose, enfin, qui est encore plus drôle. Je ne peux pas dire que je l'ai trouvé dans le champ fort. Je l'ai trouvé aussi dans le dictionnaire. Dans un autre. Cette citation du Chamfort, je passe pas mon temps à lire Chamfort, hein. C'est quand même pas mal, enfin, que ce soit au mot dupe que j'ai relevé ceci. Une des meilleures raisons, écrit Chamfort, qu'on puisse avoir de ne pas se marier jamais, c'est qu'on n'est pas tout à fait la dupe d'une femme tant qu'elle n'est pas la vôtre. La vôtre. Votre femme ou votre dupe? Pareil, enfin, éclairant, hein? Le mariage, comme duperie réciproque. C'est bien en quoi je pense que le mariage, c'est l'amour, si les sentiments sont réciproques, toujours, ai-je dit. Alors là, si le mariage l'est à ce point-là, je suis pas sûr, hein. Si je me laissais aller à Pissac, je dirais, c'est ce que veut dire Chamfort, aussi, sans doute. Une femme ne se trompe jamais. Pas dans le mariage, en tout cas. C'est en quoi la fonction de l'épouse n'a rien d'humain. Nous approfondirons ça. J'ai parlé de non-dupe. Je semble l'avoir marqué, enfin, d'une irrémédiable faiblesse en disant que ça erre. Seulement, il faut bien savoir ce que ça veut dire. Ça erre. Je vous ai déjà tout à l'heure un petit peu indiqué, hein, que errer, enfin, vous allez quand même vous reporter au dictionnaire Bloch et von Farbrouck. Parce que je ne vais pas passer mon temps à vous faire de l'étymologie, n'est-ce pas? Sachez simplement qu'il y a quelque chose que l'étymologie, ce qui veut dire simplement pointer l'usage au cours des temps, que l'étymologie rend parfaitement manifeste, n'est-ce pas? C'est que, exactement comme dans mon titre, les noms du R et les noms du père, c'est exactement la même chose pour le mot R, ou plus exactement pour le mot errer. Errer résulte de la convergence de error, erreur, avec quelque chose qui n'a strictement rien à faire et qui est apparenté à cette erreur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est strictement le rapport avec le verbe iterare. Iterare, en plus, car si ce n'était que ça. Et là, uniquement pour iter, ce qui veut dire voyage. C'est bien pour ça que le chevalier errant est tout simplement le chevalier itinérant. Seulement, quand même, errer vient de iterare, qui n'a rien à faire avec le voyage, puisque ça veut dire répéter, de iterum, reiterum. Néanmoins, on ne se sert de cet iterare que pour ce qu'il ne veut pas dire, c'est-à-dire itinérare. Comme le démontrent les développements qu'on a donné à ce verbe errer, au sens d'errance, c'est-à-dire en faisant du chevalier errant un chevalier itinérant. Eh bien, c'est là que pointe ce que j'ai à vous dire, considérant la différence qui s'épingle de ce qu'il en est des non-dupes. Si les non-dupes sont ceux ou celles qui sont
refusent à la capture de l'espace de l'être parlant, si ce sont ceux qui en gardent, si je puis dire, leur peau des franches, il y a quelque chose qu'il faut savoir imaginer, c'est l'absolue nécessité qui en résulte d'une non pas errance, mais erreur. C'est à savoir que, pour tout ce qui est de la vie, et du même coup de la mort, il y a une imagination qui ne peut supporter tout ce qui, de la structure, se veulent non dupes. C'est ceci, c'est que leur vie n'est qu'un voyage. La vie, c'est celle du viator. Ceux qui, dans ce bas monde, comme ils disent, sont comme à l'étranger. La seule chose dont ils ne s'aperçoivent pas, c'est que rien qu'à faire ressurgir cette fonction de l'étranger, ils font surtout du même coup le tiers terme, la troisième dimension, celle grâce à quoi des rapports de cette vie ne sortiront jamais, si ce n'est d'être alors plus dupes encore que les autres, de ce lieu de l'autre. Pourtant, qu'avec leur imaginaire, ils constituent comme tel. L'idée de génosis, de développement, comme on dit, de ce que serait, je ne sais quelle norme, grâce à quoi un être qui ne se spécifie que d'être parlant dans tout ce qu'il en est de ses affects, justement, serait commandé par je ne sais quoi, que quiconque est bien incapable de définir, qui s'appelle le développement, et c'est à quoi, en voulant réduire l'analyse, on manque. On fait l'erreur complète, l'erreur radicale, quant à ce qu'il en est de ce que je découvre l'inconscient. Il y a quelque chose que nous dit Freud, et là, c'est sans ambiguïté. Und, c'est bien le paragraphe de la trame d'Autou. Und, der Wert des Traumes für die Kenntnis. C'est là que c'est joli. Parce qu'on croit, quand il pense ceci, Freud fait allusion à la fameuse valeur de divination des rêves. Ne pouvons-nous pas le lire autrement, c'est-à-dire nous dire, et la valeur du rêve pour la connaissance de ce qui va en résulter dans le monde de la découverte de l'inconscient, c'est à savoir si, par hasard, un discours faisait que, d'une façon de plus en plus répandue, on sache ce que dit la fin du paragraphe de Freud, c'est à savoir que cet avenir tenu par le rêveur au présent est gestalt, structuré par l'indestructible demande en tant qu'elle est toujours la même, zum Eben. C'est à savoir que, si vous voulez, je vais vous mettre quelque chose là ici. L'essence, qui serait ce voyage, à savoir ce développement ponctué de la naissance à la mort. Qu'est-ce que Freud dit, de par le surgissement de l'inconscient, nous indique? C'est qu'en quelques points qu'on soit de ce prétendu voyage, la structure, de quelque façon que je la crayonne ici, peu importe, la structure, c'est-à-dire le rapport à un certain savoir, la structure, elle, n'en démord pas, et le désir, comme on traduit improprement, est strictement, durant toute la vie, toujours le même. Simplement, des rapports d'un être particulier dans son surgissement, dans un monde où déjà, c'est ce discours qui règne. Il est parfaitement déterminé quant à son désir, du début jusqu'à la fin. C'est bien en quoi ce n'est qu'à ne plus se vouloir dupe de la structure qu'on s'imagine de la façon la plus folle, hein, que la vie est tissée de je ne sais quel contraire, de pulsions de vie, de pulsions de mort. C'est déjà quand même flotter un peu plus haut, enfin, que la notion de toujours du voyage. Ceux qui ne sont pas dupes de l'inconscient, c'est-à-dire qui ne font pas tous leurs efforts pour y coller, n'est-ce pas?
qui ne voit la vie que du point de vue du viator. C'est bien comme ça d'ailleurs que sont surgies, enfin, toute une étape de la logique, celle de l'après-coup, bien sûr. Avec ces conséquences sont apparues ces choses dont on ne voit même pas à quel point c'est un paradoxe, n'est-ce pas? Tous les hommes sont mortels, c'est-à-dire ce que j'ai dit, voyageurs, hein? Socrate est un homme, il est un homme, il est un homme, s'il veut bien, hein? Il est un homme, s'il se précipite lui-même, n'est-ce pas? C'est bien d'ailleurs ce qu'il fait, et c'est bien en voit d'ailleurs le fait qu'il ait demandé la mort. Il y a quand même une toute petite différence. Cette différence n'a pas empêché la suite d'être absolument fascinante. Ça n'a pas non plus été plus mauvais pour ça. Avec son hystérie, il a permis une certaine ombre de science, celle qui justement se fonde sur cette logique catégorique. C'était un très mauvais exemple. Ça doit étendre, hein. En tout cas, cette fonction imaginaire, essentiellement, du viator, doit donc être en garde contre toute métaphore qui procède de la voix. C'est bien de la voix dont il s'agit, le Tao, elle s'imagine être dans la structure. Mais est-ce bien sûr qu'il n'y ait qu'une voix? Ou même que la notion de la voix, de la méthode vieille, quoi que ce soit, est-ce que ça ne serait pas en nous forgeant une toute autre éthique? Une éthique qui se fonderait sur le refus d'être non dupe, sur la façon d'être toujours plus fortement dupe de ce savoir, de cet inconscient qui en fin de compte est notre seul lot de savoir. Je sais bien qu'il y a cette sacrée question de la vérité, hein? Nous n'allons pas comme ça, après ce que je vous en ai dit, et en y revenant, et en y retournant, mettre à y coller, sans savoir que c'est un choix, puisqu'elle ne peut pas se dire, et qu'après tout, ce que nous choisissons d'en dire, il y a toujours derrière un désir, une intention commune. C'est là-dessus qu'est fondée, enfin, toute la phénoménologie. Je parle de celle de Husserl. Souvent comme ça, vous variez les pouces à dire de la vérité, bien entendu, voir ce que ça donne comme truc. Il y a des choses bien drôles. Je ne voudrais pas compromettre Dieu trop dans cette affaire. Chacun sait que je considère qu'il est plutôt de l'ordre du super chéri. Alors pourquoi expliquer toujours la vérité alors que ça va aussi bien s'il est totalement trompeur, hein? En admettant qu'il l'ait fait, le réel, il est d'autant plus soumis que justement, si c'est lui qui l'a fait, alors pourquoi pas? Je crois que si on fait comme ça, il faut interpréter la fameuse histoire de Descartes, n'est-ce pas? Le malin génie. Ben, le malin génie, c'est lui. Et ça marche comme ça. Plus il sera malin, plus ça ira. C'est même pour ça qu'il faut être dupe. Il faut être dupe, c'est-à-dire collé. Collé à la structure. Écoutez,
j'en ai ma claque.